Allez, vas-y, Christian. Merci beaucoup pour cette introduction, ce lancement. Merci de me donner l'occasion de vous présenter mes derniers travaux. J'attends effectivement qu'on me passe sur le grill. Je vous fais confiance là-dessus. Il est sorti le 5 mars, une semaine avant le confinement. Dit autrement, c'est passé complètement au travers de tout. Et les seuls retours que j'ai eus, c'est ouais, c'est bien. Ok, merci. Donc voilà, enfin, c'est pas suffisant. Euh, donc voilà, j'attends parce que c'est un essai. Et un essai, c'est un essai. Donc on essaye, on propose et les propositions, elles peuvent être soit complètement à côté, soit un petit peu à côté, soit éclairantes, soit substituables ou complémentaires à d'autres formes de pensée de pensée et d'idées. Et j'en ai entendu ce matin pendant la contribution et la présentation de Katia Dubreuil, mais aussi avec à Sud. J'ai entendu depuis hier, on en discute de cette question de la place de la demande, parce que euh, parce que voilà, on va discuter du marché, mais si on définit le marché, bon, bah, le marché, c'est quoi le marché? Enfin, moi-même, je suis économiste depuis très longtemps. Le marché, bon, bah, on vous apprend que c'est la confrontation de l'offre et de la demande. C'est un lieu, mais c'est un lieu, voilà. Mais ça, il y a différents éléments dans le marché, dont la demande. Et effectivement, je pense que la demande est cruciale dans notre histoire et le sera d'autant plus pour faire avancer ou réformer les législations. Alors évidemment, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle est loin d'être franco-française, mais je désespère pas. Je suis peut-être un peu plus optimiste que vous. C'est vrai que ça va faire 50 ans fin décembre, mais oui, mais ça va avancer, me semble-t-il. Alors j'essaye de partager mon écran. Ne bougez pas. Hop, je le partage. Et est-ce que vous voyez un PowerPoint? Car je ne vous vois plus. Alors, c'est bon, c'est bon, Christian, on le voit. Eh ben super. Alors je me lance. Je me lance avec l'idée que j'ai pas trop su comment titrer, comment présenter, donc ça sera pas une bonne présentation, je m'en excuse, mais les mauvaises présentations sont aussi éclairantes de temps en temps, de par les erreurs qu'elles vont commettre et je les assumerai. Vous inquiétez pas. Donc j'ai titré ça de la sécurisation des usages de drogue et de ses implications. Voilà, avec l'idée de dire que il me semble que ces dernières années, avec l'explosion des consommations, qui n'ont rien à voir avec effectivement l'Antiquité ou une autre période de l'histoire, eh bien, il y a eu finalement un mouvement de sécurisation des usages de drogue. Je vais m'expliquer un peu plus longuement, et que ce mouvement a été très rapidement, enfin très rapidement non, mais a été rattrapé par les forces privées du marché, les offreurs, ceux qui escomptent du profit, ceux qui veulent vendre des choses, et que finalement cet acteur-là, cette force-là, peut-être qu'on l'avait pas vue, mais elle s'est intensifiée ces dernières années et elle apporte quelque chose, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, mais elle apporte quelque chose à nos débats qui perdurent depuis de nombreuses années. Voilà à peu près l'histoire que je vais essayer de vous raconter et je vais tout de suite un peu plus dans le détail avec un avant-propos, encore une fois maladroit, mais j'aime bien poser les choses, qui est de dire que finalement on a des gens qui consomment des drogues, que ces gens sont, selon l'ONU, plus ou moins nombreux. Vous le voyez, à peu près 5,3% de la population mondiale aurait consommé au moins une fois au cours de l'année 2015 des drogues illicites. Et toujours selon l'ONU, on aurait parmi ces 5,3% de la population un peu moins de 10% de ces gens qui souffriraient de leur consommation. Si on s'arrête rapidement là, on se dit bon, ça concerne pas grand monde finalement, et deux, les gens qui ont des problèmes avec leur consommation, encore moins.
alors même que, bon, on a le nez dans le guidon, hein, nous on fait que ça à longueur de journée, mais on a l'impression que pour le monde entier, le problème des drogues est un problème important, alors que peut-être faudrait le relativiser, d'autant plus que les tendances sont relativement stables ces dernières années. Bon, ceci étant pour les drogues illicites, ou les drogues illégales, parce qu'il y a un caractère moral à illicite que j'aime pas trop, donc les drogues illégales. Et dans le même temps, on a une consommation d'alcool relativement importante en fonction des zones du monde où on se situe. Hein. Vous le voyez, l'Europe consomme allègrement à peu près 14 litres d'alcool pur par personne âgée de plus de 15 ans en 2016. Et de la même manière, le tabac, bien que l'OMS et la CLAT aient lancé de larges politiques publiques de lutte contre le tabagisme, vous le voyez, les prévisions de la consommation de tabac semblent plus ou moins stables à un horizon de 2022-2023 où on consommerait encore 700 grammes de tabac par personne et par an dans le monde. Donc, soit les gens consomment des drogues légales ou illégales, prescrites ou non prescrites, et parce que je suis un économiste, je me dis si les gens consomment, c'est qu'ils en retirent quelque chose, en tout cas une satisfaction, et que cette satisfaction, on l'interroge finalement peu par rapport. Alors, il y a des travaux qui existent, hein, c'est indéniable, hein, mais les motivations, les raisons à consommer en fonction des périodes de la vie, des catégories de gens, des pourquoi, des comment, on ne le sait pas trop. Il y a de l'automédication, comme on dit, du lien social, de la désémission, pour faire comme tout le monde, pour embêter ses parents. Vous voyez, je dis des bêtises, mais parce que voilà, c'est finalement pas tellement documenté, faire des expériences, prendre des risques, se faire du mal parce que c'est plaisant, etc., etc. Même si, eh ben, c'est dangereux. Alors, la question du danger, elle est cruciale dans l'exposé que je vais essayer de vous faire, parce que, comme je vous dis qu'on cherche à sécuriser les usages, il faut aussi prouver à un moment donné ou évaluer le risque, le danger de la consommation de ces substances. Alors, vous connaissez comme moi hein, les rapports français fin des années 90 qu'il y a eu sur cette question, mais plus récemment, en 2010, vous avez ces Anglais hein, qui ont pondu un joli graphique où un comité d'experts a évalué les dommages que l'individu s'infligeait à lui-même et les dommages qu'il pouvait s'infliger aux autres en fonction des substances. Bon, alors alcool en premier, héroïne en deuxième, le crack en troisième, la méthamphétamine. Et vous le voyez, de façon assez intéressante, les champignons sont tout au bout de la liste. Et comme on le verra tout à l'heure, et comme on en a déjà discuté, je crois, ce matin, l'Oregon a légalisé sous condition hein, l'usage de champignons hallucinogènes. Alors, à noter que ce graphique avait fait grand débat chez les tenants de la lutte contre le tabagisme, hein, parce que le tabac se retrouvait en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. Bref, passons, peu importe. Avec ce constat sur la dangerosité des drogues, on retrouvait une classification des statuts juridiques qui était finalement incohérent avec la dangerosité des substances. L'alcool étant la drogue la plus dommageable selon les experts, alors même qu'elle est légale, le tabac se retrouvant en 6e position, on l'a dit, et les drogues illégales, eh bien, finalement, étaient soit peu dangereuses pour les autres, d'accord, hein, c'est la partie bleue, enfin la partie rouge qui est absente plutôt du graphique, soit voilà comprise entre des drogues légales. Alors, vis-à-vis de cette classification incohérente, il faut quand même dire, et Katia Dubreuil en a peut-être parlé suite à l'évolution de la loi de 70 jusqu'à aujourd'hui, mais le statut juridique des substances ne date finalement que d'une centaine d'années. Alors, j'aime beaucoup ces travaux historiques, ça plaira à Fabrice certainement, avec ce jeune chercheur en histoire, Marchand, là, qui nous dit, dans un SWAPS de 2016, en fait, il catégorise des périodes de l'histoire avec vis-à-vis des substances illicites. Donc, 1911-1945, naissance du système international de contrôle, 46-71, institutionnalisation de la diplomatie de la drogue via l'ONU,
notre loi qui arrive en 70-71 et qui s'inscrit dans cette période qu'il qualifie, 71-88, de guerre à la drogue. Alexandre Marchand nous dit que la seconde période, enfin la dernière période qu'il étudie, c'est une question où on a un tournant de la réduction des risques qui s'opère, qui va venir modifier l'image de l'usager et des produits. Moi, je viens finalement complémenter cette schématisation historique d'Alexandre Marchand en me posant la question qui est de savoir si 2016 a eh bien, un futur, je l'espère, récent en France, mais un futur qui a l'air de s'inscrire en Amérique du Nord, où les drogues vont être légalisées et réglementées. Alors, quelques exemples pour essayer de voir ce mouvement. Le cannabis, effectivement, en Uruguay, au Canada, dans certains États américains. Le khat est légal de production et de consommation en Éthiopie et dans la Corne de l'Afrique. La coca, la feuille de coca selon un usage traditionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Oregon qui dépénalise les drogues dures, alors les drogues dures selon le monde, et surtout, comment ça s'appelle, la psilocybine, un champignon hallucinogène. En Nouvelle-Zélande, eh bien, les nouveaux produits de synthèse commencent à s'inscrire dans une légalité sous couvert que l'offreur démontre l'innocuité du produit qu'il veut vendre à travers le Psychoactive Substances Act de 2013. Donc, on a un mouvement comme ça de légalisation des substances illicites qui s'opèrent à travers le monde. Vous le voyez, la panoplie s'élargit et les territoires géographiques aussi. Dans le même temps, je tiens à le dire, eh bien, le tabac est devenu une drogue, comme Emmanuel Godot nous le dit dans la revue 20e siècle et la revue d'Histoire. Alors, ça naît de la lutte anti-tabac qui commence aux États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à les années 2000 et la Convention cadre de lutte anti-tabac. Le tabac est devenu une drogue. Est-ce que l'alcool le devient? Bon, ça, on pourrait discuter, mais les années 80 en France ont vu quand même le statut de la consommation d'alcool et de l'alcool se modifier quelque peu, certainement pas assez, mais je pense que les politiques de lutte contre l'alcoolisme vont s'amplifier ces prochaines années. On parlait, et Jean-Pierre Coutron en parlait en introduction, les médicaments. Les médicaments sont des drogues prescrites, encadrées, réglementées, avec un monopole de la prescription, comme vous le savez. Mais vous le voyez aussi, alors ça c'est un article de Jean Yvenot qui est décédé très récemment malheureusement, mais qui nous dit dans State comment la codéine est devenue une drogue en France suite à l'utilisation, son détournement, et je crois qu'il y avait eu un décès d'une jeune fille qui avait alerté notre président de la République pour restreindre finalement les possibilités d'obtention de cette fameuse codéine. Demain, la caféine est dans l'angle d'attaque de l'OMS, me semble-t-il, avec des effets délétères sur, soi-disant, enfin les études le montreront, c'est pas à moi de le montrer, sur les femmes enceintes et le fœtus. Donc, il me semble que depuis récemment, 2016, pour compléter l'historique d'Alexandre Marchand, eh bien, les drogues ou le statut des drogues se modifie pour devenir légal et réglementé. Moi, je me suis intéressé finalement à pourquoi ce changement, quels pouvaient en être les ressorts et les déterminants. Alors, ce qui ressort de mes travaux de recherche, c'est effectivement que la sécurisation des usages a dû jouer un rôle plutôt important. J'entends ici par sécurisation qu'il y a eu l'émergence, la création finalement d'une sorte, alors certainement inconsciente, avec différents phénomènes qui ont dû se complémentariser, se substituer, en tout cas s'entremêler pour arriver à quelque chose qu'on pourrait qualifier d'un métadispositif de sécurité. Alors, je ne suis pas sur la sécurité globale, loin de là, mais parce que sécurité est ici à entendre
dans le sens de sécurisation, de rendre plus sûr, moins dangereux, moins dommageable l'usage de substances. Comme je suis pas sûr de moi et que j'ai besoin de ça, je suis obligé d'écrire ce que je veux défendre. Ce que je veux défendre, c'est finalement que d'un côté, on a interdit certains usages non prescrits de substances elles étaient, non, les usages, ils étaient réputés être dangereux pour le consommateur et le non-consommateur, et qu'aujourd'hui, cette prohibition du fait du danger se trouve disqualifiée ou est en train d'être disqualifiée. On en a discuté aujourd'hui par les connaissances scientifiques. Ça me semble nécessaire, mais aussi que c'est pas suffisant. Par la réduction des risques et des dommages, encore une fois, c'est nécessaire, mais ça ne semble pas suffisant, même si on a dit ce matin que, par exemple, la salle de consommation et la loi de 70, ça colle pas ensemble. Donc, cette loi de 70, elle est égratignée de part et d'autre, peut-être pas détricotée comme la loi Evinlé, mais égratignée par des outils et des dispositifs de réduction des risques et des dommages. Mais ça ne me semble pas suffisant non plus, la preuve en France. Du coup, je pense que l'accaparement par le marché de ce phénomène de sécurisation des usages, de ce phénomène de réduction des risques et des dommages, peut être, lui, suffisant pour amener une transformation, une réforme du statut légal des usages et des ventes de stupéfiants. Alors, pour essayer de vous montrer ça, je repars du dispositif, du méta-dispositif de sécurité dans sa globalité, mais je vais aller très vite. C'est la politique des 4 piliers, d'accord, pour le dire autrement et de façon maladroite. Alors, on est d'accord, cette sécurisation des usages et des substances n'a pas eu lieu via les politiques prohibitionnistes et répressives. Leur objectif qui visait l'abstinence et la non-production, la non-distribution, la non-vente de substances est un échec total. On est tous d'accord là-dessus. On peut même aller plus loin en disant que cette guerre à la drogue a amplifié les dommages, a coûté et coûte toujours. Voici rapidement des dommages collatéraux de la mise en œuvre de la guerre à la drogue. Plus les États-Unis ont mis d'argent dans cette guerre à la drogue, plus le taux d'homicide aux États-Unis explosé. Donc on a une corrélation parfaite entre la guerre à la drogue et le nombre d'homicides. On peut penser aujourd'hui à ces jeunes qui sont tués ou mutilés ou en tout cas handicapés par la violence du trafic. Autre phénomène, c'est l'incarcération de masse, alors qui a eu lieu évidemment aux États-Unis, qui n'a peut-être pas eu lieu dans les mêmes proportions en France ou en Europe, mais quand on regarde encore une fois la courbe des infractions à la loi sur les stupéfiants et les interpellations pour ILS en France stup, bon bah on est sur le même type de courbe. Alors c'est pas de l'enfermement, c'est pas de l'incarcération, mais on voit bien que le travail de policier et les histoires judiciaires et policières pour les usagers, c'est la règle. La prévention, la prévention. La prévention, c'est alors qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire, universelle, ciblée, que ce soit des campagnes, des programmes, des outils, je vous avoue que pour moi, la prévention, c'est compliqué. La prévention, c'est compliqué parce que on voit bien que la prévention primaire sur tabac, alcool, principalement, et c'est un papier de Jean-Michel Coste paru dans Psychotrope, montre que certaines campagnes en population générale n'ont peu ou pas d'impact, ou voire ont un impact contre-productif en incitant les gens finalement à tester le produit. Bon, du coup, on voit bien que ça fonctionne pas trop comme ça. Si on va vers de la prévention ciblée, évidemment, on a des choses beaucoup mieux calibrées, beaucoup plus efficaces, sachant que tout ceci mérite évaluation et Santé publique France s'y attache en ce moment. Dit autrement, parce que la prévention est une science neuve, je pense que c'est une science en devenir qui va faire montre de ses capacités à permettre la gestion finalement individuelle des conduites addictives, en tout cas des usages.
Le soin. L'addictologie, oui, l'addictologie. Alors l'addictologie pour euh, pour embêter peut-être Alain, c'est peut-être une croyance et une révolution en même temps. Une croyance parce que tout le monde se dit c'est super, on va être soigné, comme dirait Fabrice, on a biologisé aussi les substances et leurs conséquences. Bon, très bien. C'est aussi une révolution parce que me semble-t-il que c'est aussi neuf, hein, la dictologie, et que peut-être que on va aller vers des connaissances médicales de plus en plus pointues qui vont nous permettre, eh bien, d'aider le maximum de gens. En tout cas, les travaux de Bergeron et d'autres ont montré que c'était que ça avait cru comme ça que la montée de la dictologie était attribuable à l'efficacité plus importante que la psychiatrie, avec des bases scientifiques peut-être plus visibles, grâce en particulier à l'imagerie médicale, aussi certainement à l'évolution du DSM et aux médicaments, on en discutera aussi. Et en tout cas, cette addictologie a aussi, alors de cause à effet ou de corrélation à cause, je ne sais pas trop, mais on a certainement cette société addictogène qui est née peut-être avec, grâce ou pour, je ne sais pas, la dictologie. En tout cas, on a un élargissement de la base populationnelle liée aux addictions. Encore une fois, je pense que c'est une nouvelle discipline qui concourt à sécuriser les usages ou les conduites ou les comportements parce que on a l'image du médecin qui peut nous soigner. Peut-être, hein, ça reste en discussion. Le cœur de mon propos, il est quand même là. Hein, il est sur la réduction des risques et des dommages. Alors, vous allez me dire, oui, la réduction des risques et des dommages a sécurisé les usages de drogue dans le sens où elle a minimisé les dommages externes, les externalités négatives liées à l'usage. Sauf que je vais scinder entre une réduction des risques et des dommages non marchandes, celle que vous connaissez, celle qui est née des programmes d'échange de seringues, celle qui est née de l'épidémie de VIH, celle qui s'est finalement imposée progressivement dans le monde. Alors peut-être que j'exagère en disant dans le monde, mais on voit bien qu'on a de plus en plus de pays qui pratiquent des programmes d'échange de seringues, qui font de la substitution, qui ouvrent des salles de consommation à moindre risque. Bon, du coup, ce mouvement s'arrêtera plus, me semble-t-il. Alors, c'est au milieu des années 90 que la littérature scientifique cherche clairement à définir ce qu'est la réduction des risques et des dommages. Je ne vais pas vous faire l'affront de relire tout ça, mais on voit bien, surtout avec Lenton et Single 96, on dira que le premier objectif, c'est la réduction des dommages liés aux produits plutôt que l'usage de drogue en tant que tel. Et c'est bien ça, finalement, la révolution ou la nouveauté de la réduction des risques et des dommages. Cette réduction des risques et des dommages non marchandes, associatives, médicales, faites par les usagers également, comme ça a été dit ce matin ou tout à l'heure, eh bien, elle a eu une certaine efficacité, vous le savez très bien. Voici le nombre de cas de SIGA en France par personne contaminée lié à l'usage de voilà, les seringues accessibles, la substitution, les trithérapies, mais on voit bien que on a maîtrisé une épidémie aussi grâce à cette réduction des risques et des dommages. Voilà. Elle est aujourd'hui institutionnalisée. Je passe parce que je vais être un peu trop long, me semble-t-il. Elle est inscrite dans la loi. Elle est cristallisée. Elle vient, voilà, à côté, en complément du soin, de la prévention et du contrôle de l'offre. Aujourd'hui, elle est en perpétuelle innovation. C'est un phénomène mouvant, dynamique, et on pourrait multiplier ces exemples avec l'éducation à l'injection, la RDR à distance, les salles de consommation. Voilà. Encore une fois, vous connaissez cela mieux que moi. Cette réduction des risques et des dommages, elle m'intéresse parce que on va la retrouver dans sa version marchande. Parce que à côté de la RDR traditionnelle, eh bien, voilà, une RDR privée, marchande, mobilisée par et pour les produits de l'entreprise apparaît
je vous le disais, elle est soit directement impliquée pour vendre des biens et des services de réduction des risques et des dommages, ou bien elle adosse des outils, des programmes, des biens et services de réduction des risques et des dommages à des produits addictifs, souvent, qu'elle vend déjà. Alors, je vais vous donner quelques exemples et on verra les implications derrière. En 2003, c'est en 2003, me semble-t-il, Google a eu l'idée, enfin alors c'est un opérateur, un ingénieur de Google, qui a créé le Mail Google, les lunettes du courrier. Alors, est-ce que ça a été pensé comme un outil de réduction des risques? Vous allez me le dire, mais en tout cas, l'idée était que si vous rentrez de soirée un peu éméché, un peu bourré, ou un peu high, ce que vous voulez, et que vous avez dans l'idée d'envoyer un mail d'insultes, d'amour, de menaces, enfin bref, quelque chose que vous allez, c'est vendu comme ça, hein, quelque chose que vous pourriez regretter le lendemain matin, eh bien, cette boîte à lettres électronique fournie par Google vous permet de paramétrer. Alors, les paramètres concernent les heures ou les jours où le dispositif peut se mettre en place. Par défaut, ce sont les soirs du week-end, ce qui est plutôt bien vu, j'imagine. Mais en quoi ça consiste ce Mail Googles? Eh bien, c'est de vous donner du temps avant d'envoyer l'email en question, et ce temps vous permettra de réfléchir au bien fondé de l'email. Comment? Eh bien, il vous demande de répondre à quelques questions mathématiques somme toute simples dans un temps imparti. Voilà, par exemple, avant d'envoyer cet email, eh bien, vous avez ce message d'alerte qui apparaît et qui vous demande 39 plus 10, 7 fois 11, 33 plus 8, etc., etc., et de réaliser cette opération en moins de 56 secondes. Ou sinon, votre mail ne part pas. Du coup, vous voyez bien que dès 2003, eh bien, Google proposait un outil de réduction des risques de l'abus d'alcool. Ce n'est pas l'alcool qui est visé, c'est bien les conséquences dommageables liées à l'abus d'alcool. De la même façon, voici ce que l'on trouve. J'ai été il y a 2 semaines hein, pour réaliser cette présentation. Voici ce qu'on trouve sur un jeu de paris en ligne, Unibet. Eh bien, on trouve les modérateurs de jeu. Donc, avant chaque inscription, on peut lire ces modérateurs de jeu qui se présentent comme suit. Eh bien, si vous allez sur le site et que vous vous inscrivez, vous allez avoir tout votre historique des transactions et des jeux depuis l'inscription sur Unibet. Vous avez un outil d'auto-exclusion avec le verbatim en dessous. Hein. Si vous sentez que votre maîtrise vous échappe, vous avez la possibilité de vous auto-exclure d'un ou de plusieurs produits. Troisième dispositif proposé par Unibet, les limites de jeu. Dès votre inscription, configurez vos limites hebdomadaires de dépôt, de mise par produit et votre seuil de retrait automatique. Donc, ces modérateurs de jeu sont présentés comme faisant partie de la politique de responsabilité sociale des entreprises d'Unibet, et dans notre traduction, dans notre jargon, ça pourrait s'apparenter à de la réduction des risques et des dommages du jeu. Je continue les exemples et j'avance un peu parce que le temps tourne. On a une entreprise américaine qui s'appelle Undercover Colors, qui est spécialisée finalement dans les tests de présence du GHB. Donc, sur son site internet, vous voyez, vous pouvez acheter la petite pastille là où vous allez déposer une goutte de votre verre que vous êtes en train de boire sur une plage d'Hawaï, voilà, ou dans une fête étudiante américaine. Et vous allez très rapidement voir, en 30 secondes, vous voyez, obtenir les résultats en moins aussi rapidement que 30 secondes pour savoir si votre verre contient du GHB ou pas. Vous avez des tests de contenu de son cannabis, hein, le THC Detector. Alors, paraît-il que ça ne marche pas du tout. Hein. En tout cas, c'est allègrement vendu sur Internet. Voilà, analysez votre échantillon. Vous avez différentes formes, différents modèles. Le dernier, par exemple, MyDX Analyzer,
vaut 850 €. Je connais personne qui en a acheté, hein, mais enfin, l'important, c'est que ça existe. C'est un appareil révolutionnaire capable de réaliser un test complet des cannabinoïdes et des terpènes de votre herbe de manière à ce que vous sachiez exactement quelles sont ses propriétés. Vous voyez bien que cette idée de savoir ce qui est contenu dans le cannabis que les gens consomment, c'est un des arguments qu'on a souvent avancé pour favoriser une modification de la loi de 70 à l'encontre du cannabis. Je ne reviens pas dessus. Évidemment, le tournant, me semble-t-il, le tournant de cette RDR marchande, c'est la vape. La vape comme moyen de sécurisation de l'usage de nicotine. Les gens ont du mal à se départir de leur usage de tabac. Ils peuvent aujourd'hui consommer de la nicotine à moindre risque. Alors, Jean-Pierre en a parlé ce matin. La vape est largement attaquée par l'OMS dans le monde entier. En France, on marche sur un fil, croyez-moi, pour avoir travaillé sur le sujet quand j'étais au Conseil de la santé publique. On est encore sur quelque chose de pas tellement accepté en France. Mais en tout cas, alors que les chiffres de Santé publique France nous disent tout l'intérêt qu'il y a à la vape. Enfin bref, passons. En tout cas, vous voyez bien qu'on a d'autres produits du tabac, je pense au tabac chauffé qui apparaissent aujourd'hui. On a du mal pour l'instant à calibrer le niveau de dangerosité de ces produits. En tout cas, l'industrie dit clairement s'orienter vers ces produits-là, vers la vape et vers le tabac chauffé. De façon assez ironique, voilà, on a André Calantzopoulos, qui est PDG de Philip Morris, et qui nous dit « Nous allons essayer d'arrêter le tabac, ce ne sera pas facile. Nous bâtissons le futur de Philip Morris International sur des produits sans fumée, ce qui est un bien meilleur choix que fumer des cigarettes. Notre vision est que ces produits vont finir par remplacer les cigarettes. » Les cigarettes ont de beaux jours encore devant eux, mais je pense que son pronostic est plus ou moins sensé. Voilà, je m'arrête ici sur les exemples. En tout cas, cette reprise de la réduction des risques par le marché sécurise clairement l'usage des drogues légales, mais aussi des drogues qui sont toujours illégales. Ce faisant, le marché, selon moi, participe à l'effacement des drogues, légales, illégales, au profit, finalement, même si on utilise des produits, des conduites addictives. Je vais le détailler tout à l'heure, mais il me semble aussi que ce marché, finalement, concurrence l'État en dictant une vérité et qu'il permet une autonomisation de l'individu et que finalement, ça autorise la reconnaissance de la citoyenneté des addicts. On en a discuté ce matin. Alors, ces implications, j'essaye de les développer pour finir. Les implications de cette vision des choses, c'est que s'opère aujourd'hui un double, je complète, un triple mouvement. Le double mouvement avait déjà été repéré par Bergeron et par Henri Bergeron et Étienne Nouguez, qui nous disait finalement qu'on a un rapprochement entre produits licites et produits illicites. Les produits licites se trouvent de plus en plus contraints dans leur usage, dans les lieux où on peut les consommer. Qui peut les acheter? D'accord. Il y a prohibition de l'achat de tabac et d'alcool aux moins de 18 ans en France. Bon, pas respecté, on peut en discuter, mais en tout cas, vous voyez bien que ces produits illicites sont de plus en plus contraints. D'un autre côté, les produits illicites, dans leur usage thérapeutique, sont de moins en moins contraints. On dépénalise l'usage de cannabis, on dépénalise l'usage de toute drogue au Portugal. Enfin, on trouve d'autres modèles. On a des salles de consommation à moindre risque qui s'ouvrent et qui viennent en contradiction avec les législations nationales. On a du cannabis légal et d'autres produits, comme je montrais en introduction, qui apparaissent. Tout ceci, nous disait Henri Bergeron et Étienne Nouguez, fait penser qu'à terme, les drogues seront légales et réglementées. Alors, réglementées comment, on ne sait pas. Mais en tout cas, qu'elles seront légales et réglementées. J'ajoute que
cette émergence d'une légalité et d'une réglementation, alors non pas commune, hein, mais en tout cas qu'on aura quelque chose de légal et de réglementé, eh bien, va aussi parvenir à nous grâce à l'offre de sécurisation des usages du marché. Pourquoi? Parce que, eh bien, le marché va devenir véridictionnel, je vais le définir, et repousser finalement l'État à son rôle de régulation uniquement. Je résume. Le marché est producteur de réduction des risques et des dommages. Il devient producteur finalement de sécurité pour l'individu, pour la collectivité. On l'a vu, hein, ça peut réduire des externalités négatives, je pense au GHB par exemple. Et du coup, eh bien, il produit aussi de la sécurité pour l'État. Alors là, j'en appelle au travail historique et philosophique de Michel Foucault dans son ouvrage Naissance de la biopolitique, hein, de la gouvernementalité des conduites et du contrôle des corps. Michel Foucault nous disait le libéralisme, parce qu'il s'agit de ça, le libéralisme, ce n'est pas ce qui accepte la liberté. Le libéralisme, c'est plus compliqué, c'est ce qui propose de la fabriquer à chaque instant, de la susciter et de la produire avec un ensemble de contraintes et de problèmes, de coûts que pose cette fabrication. Il détaille le principe du calcul du coût de cette fabrication, c'est ce qu'on appelle la sécurité. Le libéralisme, l'art libéral de gouverner, va se trouver contraint de déterminer exactement dans quelle mesure et jusqu'à quel point l'intérêt individuel, les différents intérêts, éventuellement opposés, ne vont pas constituer un danger pour l'intérêt de tous. Dès l'instant où le marché, le libéralisme, eh bien, propose de la sécurité, eh bien, il devient producteur de liberté car il devient véridictionnel. Il dit ce qui est vrai à l'État. Et en ce moment, eh bien, il est en train de dire l'usage de drogue n'est pas dangereux. L'usage de drogue, parce que je propose de la réduction des risques et des dommages, devient sécurisable, en tout cas sécurisé. Ce faisant, eh bien, il va délester de ses prérogatives l'État et va le cantonner non pas au gouvernement des conduites, non pas au contrôle du corps, mais à la simple régulation du marché. L'État devient ainsi régulateur. C'est la lecture que j'en fais, mais que dans le même temps, le marché pousse l'État dans ses retranchements de régulation, eh bien, il permet à l'usager, à tous les usagers, j'oserais dire, de devenir ou de redevenir ou d'affirmer leur citoyenneté. Oui, assurément, parce que finalement, si l'on consomme des drogues sécurisées aussi bien pour moi que pour les autres, je ne suis plus un danger. Et du coup, je redeviens un usager consommateur, un acteur citoyen, moins distancié, plus en phase avec l'autre et certainement plus en phase avec le marché légal et régulé. Alors, cette idée, c'est pas moi qui l'ai eue, hein. Cette idée, elle émerge au milieu des années 90 avec le travail d'Alain Ehrenberg et des chercheurs autour de lui. Et Ehrenberg nous dit déjà en 95 que la France va adopter à plus ou moins court terme cette politique de réduction des risques, malgré que les politiques soient crispées sur le sujet. Très bien. Le drogué n'est plus totalement assigné à l'extérieur du lien. Il nous dit son image s'est récemment modifiée, il est moins un autre monstrueux qu'un égal en difficulté, et lui aussi réclame son appartenance à la citoyenneté grâce à cette réduction des risques. Donc, on a un mouvement qui nous fait tendre vers une régulation légale commune des drogues. On a un marché qui repousse l'État à son rôle de régulation, et on a un individu eh bien, qui redevient individu aux yeux de tous et qui redevient citoyen. L'épilogue de tout ceci, je vais aller vite, mais il me semble que c'est important parce que depuis ce matin, on parle de politique. Et il me semble que ces trois mouvements, finalement, sont des mouvements inscrits dans le tournant néolibéraliste que l'on connaît aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié la thèse de Gwenola Le Naour et l'ouvrage qu'elle en a tiré, que je vous conseille, hein, sur
la mise en œuvre de la réduction des risques à Marseille. Et elle nous dit en conclusion de son ouvrage, elle s'étonne finalement en conclusion de son ouvrage. Elle nous dit les discours des associations de santé communautaire, notamment à Sud, ça tombe bien, vous êtes là, sont fondés sur la responsabilité individuelle et véhiculent l'image d'un individu responsable capable de gouverner sa conduite. Derrière ce discours, elle dit, une forme de néolibéralisme est repérable, et ce, bien que les individus tenant ce discours puissent se prévaloir d'autres formes de pensée politique. Gwenola poursuit en nous disant, bon, il y a deux conceptions de santé publique de ce monde. La première où l'État est garant des politiques de santé, très bien, le vieux modèle. Mais aujourd'hui, eh bien, la politique de santé, elle est fondée sur le progrès économique et surtout sur la prise de conscience des individus. Cette prise de conscience des individus, eh ben, elle opère encore aujourd'hui, et peut-être dans la continuité du Junkie Bond des années 80, qui avait mis en place des programmes d'échange de seringues aux Pays-Bas. Aujourd'hui, on a des forums Internet et on a des cannabis social clubs, en tout cas des initiatives où eh bien, les gens prennent leur destinée en main, prennent leurs usages en main, prennent leur production en main, se coordonnent et font au mieux. Très bien. Bon, on est sur l'empowerment finalement, sur l'autonomisation des gens par rapport à leur vie, à la façon dont ils veulent la vivre et aux conséquences de leur choix de vie. Alors, de façon assez provocante, parce que je peux pas résister à essayer de me mettre une balle dans le pied. J'ai été voir votre projet associatif 2018-2022 et pour dire que je ne suis pas le seul à voir un peu les choses comme ça, ou en tout cas à utiliser cet argument de l'autonomisation et de l'empowerment, je vous lis. Les interventions sociales et thérapeutiques doivent reconnaître et faciliter ce pouvoir d'agir de l'individu pour renforcer la maîtrise de sa propre vie, pour soutenir ses capacités à changer lui-même, à mieux utiliser ses propres ressources et celles de son environnement, et ainsi réaliser son bien-être avec celui des autres. Bon, donc on est quelque part sur l'individu qui s'autogouverne. Bon, alors, il n'y a pas que vous. Cet empowerment, cette autonomisation, c'est un mouvement qui cherche à mettre fin à des formes de domination. Je pense au mouvement féministe, je pense à Black Lives Matter également. Donc, il cherche à mettre fin à la domination et à rendre l'individu finalement à lui-même. Vous voyez bien que je tourne ça sous forme de question, néolibéralisme, point d'interrogation. Donc, premier point d'épilogue. Second point d'épilogue, c'est toutes les problématiques de régulation que ce mouvement qui se dessine, selon moi, va poser. Parce que cantonner l'État, les pouvoirs publics, le gouvernant à un rôle de régulation, on le voit très bien en fonction des types de légalisation du cannabis auxquels on assiste aux États-Unis, ça pose le problème de sa capacité à réguler, justement, à résister aux lobbies, aux offreurs et à avoir en ses mains, on parlait de taxation tout à l'heure, et que les gens n'aiment pas qu'on taxe les produits, de l'efficacité des outils de cette même régulation. Ça pose aussi la question, qui va rejoindre l'une de vos problématiques, me semble-t-il, du ou des modèles économiques que l'État va vouloir privilégier ou qui vont émerger de par leur force, entre la firme capitaliste, entre le modèle associatif, entre le circuit court ou la grande industrie, l'entreprise locale ou internationale, etc., etc. En tout cas, sur ce point, je vous invite à lire l'ouvrage de Lynn Boschen qui vient de sortir et je vous laisse deviner qui a gagné la partie au Canada. Pour finir, un petit mot de conclusion. Je résume. La sécurisation des usages de drogue s'effectue de manière communautaire, associative, institutionnelle, mais aussi grâce au marché. Cette sécurisation totale, ce méta-dispositif de sécurité disqualifie l'interdit. Les drogues illégales deviennent légales. Les drogues légales sont de plus en plus réglementées. Et l'État se cantonne non plus à un gouvernement des conduites, mais à un régulateur du marché. L'individu autonomisé, citoyen, propriétaire et entrepreneur de lui-même gagne en liberté.
Tout ceci au profit de qui? Je ne sais pas. Et je vous remercie beaucoup. Bravo Christian, bravo et merci beaucoup de cet exposé. Ça devient une habitude quand même fournie, riche, brillant et qui nous ouvre aussi un certain nombre de perspectives qu'on va reprendre là. Alors déjà, je te remercie aussi à titre personnel puisque je viens d'apprendre que finalement les surmois numériques existent. Et alors là, franchement, ça vient d'illuminer ma journée. D'autant plus à un moment quand même existentiel où après avoir appris par mon directeur général que la dépendance n'existe pas, toi, tu nous expliques que la dictologie est une croyance. Donc, voilà. Je vais juste, avant de poser quelques questions et de commencer à avancer le grill, je rassurerai Fabrice sur le fait que je lui laisserai largement la main sur la question de lorsque les revendications libertaires et le néolibéralisme sont questionnées. Alors là, je te la laisse. Voilà. Alors, avant de prendre quelques questions, effectivement, et de donner la parole et à Lorraine et à Olivier, qui d'ailleurs est parti, je sais pas, peut-être le surmoi numérique, je ne sais pas. En tout cas, des questions qui sont à la fois en déclinaison, mais en tout cas aussi périphériques à ce que tu as exposé. Sur la question de l'offre et la demande, alors qui n'a pas été, qui a été un peu esquissée ce matin, sur la question de l'offre et la demande, et alors notamment pour appuyer une thèse qui a été récemment défendue, et je tairai le nom de l'auteur, mais la thèse qui énonce que la drogue c'est de la merde, et c'est peut-être se reconnaîtra. En fait, la question couramment posée, c'est si nous éradiquons l'offre, est-ce que nous tarissons la demande en termes de produits psychoactifs? Katia, ce matin, a rappelé que non. Il y a des questions autour de ça, mais si tu peux répondre à ça. Et puis juste une question connexe que je te pose tout de suite, c'est que sur la consommation, par exemple sur la consommation des produits psychoactifs, pour résumer, est-ce que la consommation de cannabis, elle serait comparable à celle d'une brosse à dents? C'est bon, Christian, tu... Oui. Tarir l'offre, la question d'arriver à tarir l'offre, mais c'est pas possible en fait. Tout n'est qu'une question de prix en fait. Dès l'instant où il y a une demande, il y aura une offre, une offre qui vaudra très cher au début, mais qui sera. Il y aura toujours quelqu'un pour vouloir s'enrichir. Alors, à moins que les hommes changent tous et que l'argent, l'appât du gain disparaisse. D'accord, mais alors c'est intéressant parce que comme Jean Maxence nous dit que finalement la loi de 70, la répression, la prohibition sont ancrées dans nos esprits et qu'on raisonne qu'à partir de ça, je vois pas comment on peut réfléchir à réussir à tarir l'offre en fait. Je comprends pas que ça soit inscrit dans le cerveau de quelqu'un. Alors, on ne sait pas où c'est inscrit, mais... Non, mais parce que, quand ce monsieur dit la drogue c'est de la merde, je ne comprends pas. Voilà. Avec Fabrice hier soir, on rappelait que Jacques Séguéla avait aussi sorti ce slogan en 1986. La drogue, c'est de la merde. Donc rien de nouveau sous le soleil. Ouais, on en a. C'est un remake, oui. Alors, est-ce que le cannabis, c'est comme une brosse à dents ou une clémentine ou un lit superposé? C'est un oui, finalement oui. On le voit bien. J'ai été moi effaré d'un scandale sanitaire d'il y a 3 ou 4 ans sur des canapés chinois. Je ne sais pas si vous l'avez suivi ce scandale. Donc, on importait des canapés chinois en simili-cuir. Sauf que les gens qui avaient une peau sensible s'asseyaient dessus et avaient des pathologies dermatologiques assez importantes.
Du coup, quoi? Bah, du coup, on a renforcé la réglementation sur l'importation de canapés chinois, non pas en l'interdisant, hein, mais en disant bon, bah, on va faire un peu plus de tests et les Chinois ont qu'à mettre un autre produit sur leur canapé. Si demain, bah, alors je raconte toujours ma vie, excusez-moi, mais ma femme vient d'acheter des brosses à dents bio, bon, ou je sais pas trop quoi, ou jetables, ou bon, j'aime pas trop, mais si ces nouvelles brosses à dents posaient des problèmes demain, eh bien, soit on les interdirait, soit on modifierait leur. C'est comme la codéine. Voilà, la codéine est en vente libre, elle l'est plus. Bon, bah, vous voyez bien que le curseur sur tout type de produit et tout type de marchandises euh, traite de la sécurité finalement. Euh, les sociologues, je pense à Philippe Steiner, c'est Steiner et Trespuch, ont sorti un ouvrage sur les marchés contestés. Alors, c'est pas un bon terme en économie, mais les marchés contestés, c'est de dire est-ce que demain on veut avoir du saumon transgénique dans nos assiettes. Moi, franchement, ça me dérange pas s'il n'y a pas de danger pour moi et pour les autres. Alors oui, c'est pas bien, mais bon, bah, si je veux manger du saumon pas trop cher, parce que le saumon, quand il est trop cher, j'en achète pas. Bon, voilà, c'est la sécurité qui guide finalement l'ouverture ou pas des marchés. Et c'est pareil aujourd'hui. On raisonne en termes de risque. Alors là, je vais peut-être aller trop loin, mais c'est toujours sur l'exemple de Steiner qui s'intéresse au marché des organes. Pourquoi les marchés des organes sont pas autorisés? Alors, sauf en Iran, sur le Rhin, où il y a ponctuellement des autorisations comme ça. Eh bien, parce que ça présente des risques. Et le risque avancé, principalement, c'est que les populations pauvres, vulnérables, qui n'ont pas d'argent, vendraient leurs organes pour avoir de l'argent. Oui, certainement, c'est vrai. Mais du coup, il faut réguler. Enfin, là, c'est interdit. Mais si demain ça s'ouvre, il faudrait réguler ça pour viser la sécurité des transactions, si j'ose dire. Donc le cannabis, donc les autres drogues, eh bien, sont des biens pour l'économiste que je suis, comme des autres. Et aujourd'hui, on a nombre de chercheurs qui réfléchissent à des modèles de régulation, que ça soit pour les hallucinogènes, que ça soit pour les stimulants, que ça soit, etc., etc., etc. Donc il y a des papiers vachement bien ficelés, scientifiques, hein, où, eh bien, il y a des gens qui proposent des modes de régulation et des modes de consommation et d'obtention eh bien, de champignons, de coca, de cat, etc., etc. Ok. Je te pose aussi encore deux autres questions avant qu'on refasse tourner la parole. Une question là, qui nous a été postée sur le chat. Les magistrats disent que si l'on légalise les drogues, ça va renforcer le marché noir, d'après toi? Oui, C'est quand même oui, leur fonds de Olivier. commerce. Ouais, les magistrats, c'était intéressant ce que disait Katia Dubreuil ce matin, mais c'est aussi leur fonds de commerce aux juristes, la drogue. Donc, ils sont aussi. Je serais curieux de voir quelle est la partie prenante de tous ces juristes, magistrats, avocats dans le business que ça peut représenter aussi. Mais alors le marché noir, c'est un argument qui est souvent avancé. Euh, sans trahir de secret, je viens de relire une note libéralisation cannabis, mais produite par des libéraux, où eux c'est simple, hein, le marché noir sera asséché euh, grâce à l'imposition de prix faibles. Si demain, même que ce soit un monopole d'État d'ailleurs ou un marché libre, hein, si demain l'État se met à produire et distribuer gracieusement du cannabis, bon bah il y aura plus de marché noir. Non, mais c'est absurde, mais dans le même temps, bon, on distribuait bien des clopes aux jeunes recrues militaires, ou je sais pas si on les distribuait, mais en tout cas c'était à des tarifs préférentiels. Ouais, bon, donc voilà, l'histoire du marché noir, finalement, c'est un mauvais argument pour qu'il perdure. Euh, on voit bien que le prix, la taxe sont des outils de régulation du marché. Alors,
Après, si on cherche à imposer un prix plus élevé pour limiter la demande, pour générer des recettes fiscales, il faut peut-être aussi envisager l'utilisation de ces recettes fiscales à destination de l'emploi, des politiques de la ville, même si on pourrait en discuter longuement, etc., etc. Donc, ce marché noir, je le dis encore autrement, parce que c'est vrai que c'est une question importante, je le dis encore autrement, pour avoir fait pas mal d'évaluations sur les achats transfrontaliers de tabac suite aux fortes augmentations de taxes de 2003 et 2004, eh bien, on voit que nos forces de l'ordre sont plutôt efficaces dans la réussite à contenir ce marché de contrebande, d'accord, et que l'État, dès l'instant où on attaque un peu son monopole de l'entrée fiscale sur les tabacs, l'État sait réagir, quoi. Du coup, si on légalise les drogues et que c'est vendu et que ça rapporte des taxes, on arrivera à contenir le marché noir. Il faudra le contenir parce que si on met en place des interdictions de vente aux mineurs, ça serait certainement les mineurs qui seraient le plus confrontés à ce marché. Donc, c'est une question, c'est vrai, importante. Et donc, la question importante, effectivement, c'est la considération des mineurs dans la loi et le niveau de réglementation. Je vais juste poser une dernière question. Est-ce qu'elle est en lien avec ce que tu nous as déroulé sur la question de la réduction des risques marchandes? Question qui nous est arrivée là, c'est quid des labos et des traitements de substitution aux opiacés dans la réduction des risques marchandes? J'en ai pas de plus. J'en ai pas de plus simple, hein, Christian. J'ai regardé, il n'y en a pas de plus simple. Sympa les questions. Non. Tu peux saluer évidemment Patrick Favrel. Non, c'est bon. C'est l'industrie pharmaceutique qui a gagné au Canada, a priori, selon l'ouvrage et l'analyse de Lynn Beauchesne. On voit bien que la Big Pharma, elle est là, elle est dans le coin. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'OFDT, on m'avait mis sur les substituts, voilà. Et enfin, je me souviens avoir interrogé mon responsable, Christophe Pal à l'époque, mais je lui dis mais pourquoi en France on est sur le Subutex et dans les autres pays on est sur de la méthadone? Et il me répond regarde le nom des labos. Bon, d'accord. Alors c'est peut-être une partie de la réponse. Est-ce que on le voit aussi aujourd'hui aux États-Unis, évidemment. Enfin, je vais botter en touche sur cette question parce que la réponse est certainement inclue dans la question. Mais la Big Pharma, voilà, je pense qu'Olivier Bertrand pourra aussi peut-être nous en parler et que vous allez aussi en parler avec votre Cannabis Club. Mais elle est aux aguets, elle est extrêmement puissante. Elle est là. Voilà. Moi, je m'inquiétais de l'industrie de l'alcool, mais alors, en fait, c'est toujours des industries. Je suis pas très clair, mais que ça soit l'alcool, le tabac ou la pharmacie, finalement, ce sont des industries qui, apprennent à discuter les réglementations grâce à un lobbying important. Et deux, l'avantage pour la pharma, c'est qu'elle connaît, parce qu'on tourne autour de ça depuis le début de cet après-midi, elle connaît la balance bénéfice-risque. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Christian.